Dans 30 ans, vous pourrez dire à vos petits-enfants, la crise de 2022, j'y étais. Parce que oui, nous sommes en train de vivre un moment historique, l'équivalent de la crise de 1929 pour les cryptos. La chute a commencé au printemps 2022 avec l'effondrement de Terra Luna. Ça a entraîné la dégringolade du Bitcoin et la mort de gros acteurs. Par exemple, Three Arrows Capital, un hedge fund qui se retrouve endetté à plus de 3 milliards de dollars, ou encore Celsius qui à son pic gérait 12 milliards de dollars d'actifs et se retrouve aujourd'hui en faillite. Do Kwon, le responsable de cette débâcle, est recherché par Interpol pour crimes financiers et toujours en cavale à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Mais comme si ça ne suffisait pas, la catastrophe FTX vient d'enfoncer un nouveau clou dans le cercueil des cryptos. Novembre 2022, le géant FTX, deuxième plus gros exchange mondial, se déclare en faillite avec un trou de plus de 8 milliards de dollars. Un choc qui ruine des centaines de sociétés et des milliers de personnes à travers le monde. Au-delà des drames humains provoqués par cette escroquerie, c'est la réputation déjà fragile des cryptos qui vient de prendre un gros coup. Parce que la chute de FTX, c'est pas juste l'échec d'une entreprise crypto, c'est un scandale planétaire, une histoire tellement extraordinaire que Apple est déjà en train de préparer un film dessus. Chaque jour depuis le début de l'affaire, on découvre de nouveaux détails ahurissants. Le fondateur Sam Bankman-Fried volait des centaines de millions de dollars pour son usage personnel. Sans inventer lui, travaillait sous amphétamine la majorité du temps. Bankman-Fried utilisait l'argent de ses clients pour renflouer les caisses de la société Alameda Research, justement dirigée par sa copine accro en fait. J'ignore jusqu'où les anecdotes rocambolesques vont aller, mais tous ces détails font le bonheur des médias. Pas seulement le bonheur des magazines People, mais aussi celui des journalistes mainstream, forcément anti-crypto parce que de toute façon, ils n'y comprennent rien. Et Bankman-Fried, alias SBF, est l'un de ceux qui ont réussi à faire croire qu'acheter du bitcoin ou des cryptos était un placement de confiance, un placement sûr. Que les anti-cryptos surfent sur FTX et fassent l'amalgame débile entre fraude et crypto-monnaie, c'est pas surprenant. Mais le problème, c'est que le bitcoin, qui est le baromètre de l'écosystème, a perdu 25% de sa valeur à cause de FTX, passant de 21 000 $ à 15 000 $ en 4 jours. On a déjà vu le bitcoin chuter et se relever, mais là c'est du pain béni pour les régulateurs charognards. On allait déjà scoltiner le projet de règlement européen MiCA, mais Christine Lagarde profite déjà du scandale FTX pour tenter une approche avec un deuxième projet, intitulé de manière très originale MiCA 2. Mais rassurez-vous, il est peu probable que l'UE vous interdise de posséder du bitcoin. Pourquoi ? Parce que même l'Allemagne s'oppose au projet MiCA qu'elle trouve liberticide. Le problème plus urgent, c'est pas les bureaucrates. C'est le risque d'effondrement systémique des cryptos. La situation est tellement grave que même Changpeng Zhao, le boss de Binance, reconnaît qu'il y a besoin de plus de contrôle. Pour rappel, Binance capte 51% du marché des échanges, donc c'est pas une déclaration à prendre à la légère. CZ annonce un fonds de secours de 2 milliards de dollars pour sauver les entreprises en difficulté. Mais avec les pertes de FTX qui s'élèvent à 8 milliards, ça paraît trop peu. Alors est-ce que vous devez changer vos bitcoins contre des dollars et brûler vos ledgers ? Le 10 mars 2000, les investisseurs qui ont des actions dans le Nasdaq se frottent les mains. Le plus grand marché d'actions électroniques au monde est à son sommet. À cette époque, pas de TikTok et autres Instagram. On a des modems 56K qui font un bruit de vaisseau spatial. Réussir à avoir des images sur un site, c'est déjà un exploit. Mais l'industrie du web est en pleine effervescence. La hype est réelle et l'argent coule à flot. Tellement à flot que 20% des pubs partenaires du Super Bowl viennent de sociétés de la tech. Soit une quinzaine de sociétés .com qui se permettent de faire des pubs à 2 millions de dollars les 30 secondes alors qu'elles n'étaient que 2 l'année d'avant. Ça fait 5 ans que le cours des entreprises tech et web progresse, jusqu'à une subite envolée fin 1999. C'est le pic de la bulle des .com, qui propulse l'indice du Nasdaq à 5048,62, un record depuis sa création. Mais dès le lendemain de ce record, l'économie commence une descente aux enfers. Le Japon, dont l'économie stagnait depuis 10 ans, entre en récession. Comme le Japon est un gros importateur de biens américains, 16 milliards d'importations rien qu'en 99, la bourse américaine panique. Dans la foulée, le magazine financier Barron prédit la banqueroute de plusieurs sociétés .com. Ensuite, la réserve centrale décide d'augmenter les taux d'intérêt, ce qui freine les investissements. Cerise sur le gâteau, la condamnation de Microsoft pour monopole fait chuter le cours du géant et entraîne le Nasdaq dans sa chute. Du coup, un mois après son record, le Nasdaq perd 34% de sa valeur. 5 mois plus tard, en octobre 2000, l'indice est descendu à 1114, soit une perte de 78%. C'est spectaculaire, mais on peut toujours creuser plus profond. En novembre 2000, Pets.com, une des startups les plus prometteuses de l'époque, fait faillite. Puis ce sera le tour de dizaines d'autres. La bulle d'internet explose et pendant 2 ans, le Nasdaq n'en finit pas de chuter.
C'est le principe des bulles spéculatives. Le marché se hype pour une technologie ou un produit, dans le cas présent Internet, il y a un début de croissance dans le secteur en question et les investisseurs précoces font de gros profits. Du coup, tout le monde veut sa part du gâteau et les investisseurs se mettent à injecter de l'argent dans n'importe quel projet en rapport avec le buzzword du moment, sans prendre la peine d'analyser la pertinence ou la solidité de l'entreprise. L'inverse de ce que fait Warren Buffett, quoi. Quand des imprévus provoquent un ralentissement économique, ce qui arrive toujours, tout le monde veut récupérer son argent. Comme la moitié des boîtes sont des coquilles vides qui survivent uniquement grâce au cash de leurs investisseurs, la bulle éclate et entraîne des faillites en série. Des milliers de personnes qui découvrent un marché bien hypé et qui espèrent faire beaucoup d'argent facilement en investissant sans regarder? Ça vous rappelle quelque chose? Eh bien dites-vous que pour les cryptos, c'est pire. Des startups énormément valorisées sans réel fondement économique. C'est l'alerte lancée par Tim O'Reilly dès février 2022. Tim O'Reilly, il était là quand la bulle Internet a éclaté. Il a créé le premier site web de l'histoire et conceptualisé la notion de Web 2.0. Autant dire qu'il connaît son sujet. Mais pour lui, la bulle des cryptos est pire que la bulle Internet. En 2000, plusieurs centaines de millions de personnes utilisaient déjà le web et ses services. Donc même si les investisseurs n'avaient aucun discernement, il y avait au moins une certaine logique dans leur enthousiasme. Mais les cryptos sont loin d'être aussi grand public, donc leur hype est encore plus dangereuse pour les investisseurs. Pour le dire autrement, la bulle crypto repose sur moins de valeur et d'utilité réelle que la bulle Internet en son temps. Mais alors, est-ce que la crise de 2022 est anormale, ou est-ce que malgré son intensité, elle s'inscrit dans le cycle normal de l'économie? Pour Raoul Pal, il n'y a aucune raison de paniquer. Raoul Pal, c'est un financier tellement bullish qu'il a converti la moitié de ses actifs en crypto. Son secret pour rester zen, c'est de regarder le cours du Bitcoin sur une échelle logarithmique au lieu d'une échelle linéaire. When you step back, you take a nice logarithmic chart of Bitcoin, and anybody can do that on TradingView or any of those charting things, and it's a nice, smooth, upward trend, which is the adoption of cryptocurrencies and blockchain technologies as a new financial system and a way of exchanging value on the internet. Pour info, l'échelle linéaire, c'est ce qu'on utilise pour la courbe du chômage ou le cours de la bourse, qui ne double pas tous les 4 matins. Mais quand un chiffre évolue de façon exponentielle pendant trop longtemps, ça devient impossible de le représenter sur un graphique linéaire, par manque de place. C'est là qu'interviennent les échelles logarithmiques. Par exemple, l'échelle de Richter qui sert à mesurer l'intensité d'un séisme. Sur l'échelle de Richter, un séisme de magnitude 5 est en fait 10 fois plus puissant qu'un séisme de magnitude 4. Appliquée à la finance, l'échelle logarithmique permet d'analyser les cours avec plus de recul, de voir la tendance de fond. That whole story of humanity, liquidity, central banks is all within this long, smooth uptrend that keeps going. And people forget it. They forget it at the bottom and they forget it at the top. Vu sous cet angle, la chute actuelle de Bitcoin est dans la continuité du cycle classique d'adoption d'un nouveau système. Enfin, pas tout à fait. Même avec une vision logarithmique, le décrochage de 2022 est hors norme. Mais c'est pas non plus une raison de paniquer. D'ailleurs, si vous en avez marre de perdre de l'argent dans les cryptos parce que vous vendez toujours au mauvais moment, je vous invite à télécharger ma formation gratuite « Investir dans les cryptos comme un bon père de famille ». C'est gratuit et le lien est en description. La banqueroute de FTX est un phénomène normal dans l'économie, c'est la disparition d'un acteur toxique. À court terme, ça va faire du mal à beaucoup de monde, mais c'est nécessaire pour l'assainissement de l'écosystème. Comme le dit Warren Buffett, une marée haute fait flotter tous les bateaux. Ce n'est que lorsque la marée se retire que vous savez qui nager nu. À moyen terme, les cryptos en sortiront renforcés, exactement comme pour la bulle Internet. Après l'éclatement de la bulle de 2001, les vrais business avec un modèle rentable ont continué leur croissance. eBay, Booking et surtout Amazon, autant d'entreprises solides qui ont résisté au choc et sont encore plus florissantes aujourd'hui. Donc, sans tomber dans un enthousiasme naïf, regardez la crise de 2022 comme un incendie qui brûle les mauvaises herbes pour que la végétation reparte de plus belle. Même si ça fait rager Christine Lagarde.